Comment la Russie de Vladimir Poutine parvient-elle à résister aux sanctions, la Chine qui continue à se gaver d'or et l'élection du nouveau président argentin Javier Milei qui pourrait être un caillou dans la chaussure des BRICS? On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est encore temps de s'inscrire pour notre grand jeu concours. À gagner une magnifique pièce en or pur VRX Tchad, signée au coffre d'une valeur de 668 € environ. Un très joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, partagez ce bon plan à 2 amis et inscrivez-vous sur le formulaire qui se trouve dans la description de la vidéo. Le tirage au sort et l'annonce du grand gagnant ou de la grande gagnante aura lieu le 2 décembre à la fin de la prochaine rencontre annuelle d'Ocoffre, lors de l'intervention du fondateur d'Ocoffre, Jean-François Faure, qui fera son traditionnel bilan de l'année autour de l'or et des métaux précieux. Bonne chance à vous tous. Un article du Figaro nous explique que l'agence britannique de lutte contre la criminalité, la NCA, a récemment lancé une alerte pour avertir les institutions financières que la Russie utilise l'or comme moyen de saper l'impact du régime de sanctions britannique. Compte tenu de l'importance du Royaume-Uni sur le marché de l'or, la NCA met en garde contre des tentatives délibérées de blanchiment d'or, sanctionnées afin de masquer son origine pour qu'il puisse être caché dans les chaînes d'approvisionnement et vendu ensuite au Royaume-Uni et dans le monde, explique le communiqué. Selon l'agence, l'or est une source de revenus cruciale pour l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, l'une des plus importantes en valeur après le pétrole et le gaz, et représente environ 12,6 milliards de livres pour l'économie russe en 2021. La NCA révèle que depuis le 21 juillet 2022, l'or russe est de plus en plus expédié vers des pays qui n'appliquent pas de sanctions sur l'or russe. Une fois fondu, refondu ou raffiné, l'origine de l'or ne peut être déterminée par examen car tous les poinçons sont perdus. Le ministère britannique des Affaires étrangères a récemment annoncé de nouvelles sanctions contre 29 personnes et entités dans les secteurs russes de l'or et du pétrole. Effectivement, en guerre avec l'Ukraine depuis pratiquement 2 ans, la Russie ne semble pas souffrir économiquement. Comment une telle résilience a-t-elle été possible? Le blog L'Or et l'Argent a interrogé Jacques Sapir, économiste spécialiste de l'économie russe, pour qui l'économie russe a assez peu été touchée puisque le pays n'a jamais été coupé du commerce extérieur. Il a toujours pu exporter. L'Union européenne a d'ailleurs continué à lui acheter du gaz et du pétrole parce qu'on ne coupe pas du jour au lendemain des relations aussi étroites. Il y a d'autres pays qui se sont substitués aux clients occidentaux, en particulier la Chine. Les exportations ont baissé d'environ 4 ou 5%, mais l'inflation, la hausse des prix, est venue compenser en valeur cette baisse, analyse Jacques Sapir. Les Russes ont également réussi à immédiatement remplacer les acteurs occidentaux. On a également vu partout l'exemple de McDonald's qui s'est retiré du pays. Immédiatement, une entreprise locale a repris le flambeau. De même que quand Renault est parti, il y a une petite défaillance des marchés, mais très rapidement, les Chinois ont pris la place. Et pour certaines pièces importées, les entrepreneurs locaux ont regardé s'ils ne pouvaient pas produire des boîtes de vitesse ou d'autres éléments pour entretenir les véhicules présents sur le territoire. Ainsi, on voit que la production d'automobiles en septembre 2023 est revenue au niveau de 2019 et que la production de véhicules utilitaires, de camions, est même plus importante. Le blog L'Or et l'Argent, qui continue son entretien avec Jacques Sapir et lui demande ensuite pourquoi le pays a opéré une telle reconstitution de ses stocks d'or. Selon Jacques Sapir, c'est transitoire, il faut dater ce mouvement à 2008. Selon lui, les dirigeants de la finance à Moscou ont très mal vécu la gestion de cette crise par les Américains. Pour eux, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, donc au dollar, depuis 2008. Il s'agit donc d'acheter de l'or pour éviter d'acheter du dollar et de l'euro, en attendant qu'une autre monnaie remplace le dollar. Alors oui, ces rachats d'or sont spectaculaires, nous dit Jacques Sapir, mais ils ne dépassent pas 20% des réserves monétaires. On note que le yuan représente environ 45% des transactions monétaires en Russie. Donc, conclut Sapir, il y a bien une dédollarisation de la place de Moscou. Et apparemment, il y a aussi une dédollarisation du côté de la place de Pékin, puisque la Banque populaire de Chine arrive encore en tête des plus gros acheteurs d'or de la planète en cette fin d'année 2023, comme le révèle le blog L'Or et l'Argent en s'appuyant sur les derniers chiffres du World Gold Council. Les banquiers centraux chinois avaient donné l'impression d'avoir un peu levé le pied au premier semestre, mais ce n'était qu'une courte pause. Les réserves d'or de la Chine ont augmenté de 181 tonnes en 9 mois. Après avoir acheté de la dette américaine à tour de bras, les Chinois
changent de stratégie. Ils pensent maintenant à imposer le yuan dans les échanges avec leur sphère d'influence en Asie, mais aussi au-delà, à travers les BRICS. Les BRICS qui sont en train de forger un nouvel ordre mondial multipolaire, nous dit le blog Elucide, qui dans un article nous dresse un panorama de ce nouveau conglomérat de puissances orientales au nombre de 11 à partir de janvier 2024. Alors en quelques points, que faut-il retenir ? À partir de janvier 2024, les BRICS représenteront environ 29% du PIB mondial, 46% de la population du globe, 43% de la production de pétrole et 25% des exportations de biens mondiaux. Ces nouvelles dispositions confèrent aux BRICS une mainmise significative sur le marché pétrolier, des positions stratégiques sur les routes commerciales, comme le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, le golfe Persique, des opportunités pour une action diplomatique sur les conflits contemporains, et la volonté de réduire leur dépendance au dollar commune à tous les membres, et anciens et nouveaux. Ce qui les lie aussi, c'est la volonté de réduire leur dépendance au dollar, commune à tous les membres, anciens et nouveaux. Le bloc verra ainsi son influence renforcée dans les cercles de discussion diplomatiques globaux comme le G20 et l'Union africaine. Le bloc Elucide nous dit que l'intégration de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis représente bien entendu un atout majeur en termes de ressources fossiles, particulièrement du pétrole mais aussi du gaz. La Russie et l'Arabie Saoudite sont respectivement les deuxième et troisième principaux producteurs de pétrole au monde, derrière les États-Unis. Et concernant l'Arabie Saoudite, l'intégration aux BRICS démontre que la rupture avec les États-Unis est irrémédiablement consommée. L'alliance historique depuis le pacte de Quincy en 1945, qui avait donné naissance au pétrodollar, a clairement été remise en question par Riyad depuis plusieurs années, mais pas de manière aussi officielle que ça ne l'est en ce moment. L'Iran présente des atouts similaires à Riyad et Abu Dhabi sur le plan des ressources. Les candidatures de l'Égypte et de l'Éthiopie démontrent que l'aspect stratégique et diplomatique a été pris en compte au même titre que les enjeux économiques et commerciaux. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria. Il abrite le siège de l'Union africaine, dont les ambitions diplomatiques sont croissantes. Il représente une position stratégique particulière sur le continent, voisin de Djibouti, pays qui accueille le plus grand nombre de bases étrangères au monde du fait de son accès direct au détroit de Bab el-Mandeb et de l'Érythrée, avec lequel l'Éthiopie est un des rares pays à entretenir une relation politique. L'Égypte aussi présente des atouts géographiques stratégiques, avec notamment le canal de Suez et le contrôle de la plus grande partie du Nil. Le pays occupe une position unique également dans le conflit israélo-palestinien, comme les événements récents l'ont une nouvelle fois démontré. Néanmoins, et la grande question qui se pose depuis ce week-end, c'est quid de l'Argentine, dont l'intégration aux BRICS avait été actée avant le résultat de l'élection présidentielle en Argentine, dont les résultats sont tombés ce dimanche. Et il ne plaide pas vraiment en faveur des BRICS, puisque c'est l'ultralibéral et le fantasque Javier Milei qui l'a emporté. Javier Milei qui est opposé à la coopération avec la Russie et la Chine, ainsi qu'à l'adhésion aux BRICS. Affaire à suivre donc. Et petit détour par le cours de l'or qui se maintient au-dessus de la barre des 1800 € l'once. L'once affichait hier un prix d'environ 1804 € et d'environ 1975 $. Dans sa rubrique économie, le Figaro nous rappelle au passage pourquoi l'or est un remède contre l'inflation et comment en profiter en ce moment, tandis que le magazine Le Point nous explique le récent rebond spectaculaire du métal jaune en nous expliquant en passage toutes ses vertus et pourquoi il est important d'en avoir dans son portefeuille, notamment en ce moment, alors que le spectre de la récession en Europe et aux États-Unis est plus que jamais présent. Et pour les férus d'histoire, le site d'Info Atlantico nous raconte un grand moment de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'épique sauvetage de l'or de la Banque de France en 1940. Un épisode incroyable que nous avait également raconté sur Au Coffre Arnaud Manas, qui dirige le service du patrimoine et des archives de la Banque de France, au cours d'un entretien passionnant autour de la fameuse souterraine. Pour les amateurs d'histoire, je vous mets le lien de ces entretiens passionnants dans la description de cette vidéo. Allez, on n'est pas trop mal pour cette semaine. À mardi prochain pour un hebdo spécial rencontre annuelle de près d'une demi-heure. Et oui, lundi prochain commence la rencontre annuelle Au Coffre qui a pour thème cette année l'économie y survivra-t-elle. Au programme, cette interview fleuve diffusée sur notre chaîne YouTube, une tous les soirs à 19 h, plus deux le samedi après-midi à partir de 14 h. Entre autres, on recevra Jacques Sapir, Olivier Berruyer, Philippe Béchade, Richard Détente et bien d'autres encore. Rendez-vous donc lundi prochain, 19 h, pour le premier entretien avec Thomas Flichy de La Neuville, un entretien géopolitique passionnant autour du continent asiatique, nouveau centre du monde. À lundi.